voilà, un petit déroulé, on va dire. Et la première chose, Christelle, et là je vais te laisser la parole, tu nous as dit, en fait, identifier une situation de discrimination, c'est quand même très compliqué parce que le champ, en fait, est vraiment très large. Et donc, du coup, le premier détour qu'on va faire avec toi, c'est de se dire, bah voilà, qu'est-ce que c'est qu'une situation de discrimination? Voilà, donc je te laisse tout le champ ouvert. Alors, tout d'abord, merci de m'accueillir et de m'avoir invité dans votre club DRH qui m'a l'air fort sympathique. Je vais vous parler d'un sujet peut-être pas tellement si sympathique que ça, qu'est la discrimination, surtout lorsqu'on y est confronté. Alors, ma première question, parce que je voudrais que ce soit interactif et je ne veux surtout pas faire ça sous forme d'exposé juridique parce que ce serait terriblement barbant, mais est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations de discrimination en tant que RH ou en tant que gestionnaire de paye, parce que ça peut aussi affecter les bulletins de salaire, l'établissement des bulletins de salaire. Donc, est-ce que vous avez été confronté à des situations de discrimination au sein de votre entreprise? Est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous pour en avoir cerné les contours un petit peu et les problématiques? Alors moi, ce que j'avais eu dans une vie antérieure, c'est en travaillant multisite, c'est un candidat qui postule avec un nom et qui repostule ensuite avec un autre nom plus francisé, mais à des sites différents. Donc il y a un site, il a eu une réponse négative et un autre site a été reçu en entretien. Donc la DRH avec qui je travaillais à l'époque s'est retrouvée au commissariat de police à devoir expliquer pourquoi dans un site il avait été reçu et pas dans l'autre, qui en fait était lié au fait que c'était deux établissements différents avec des besoins différents, et la personne arguait que c'était un coup il avait un nom à consonance étrangère et un coup un nom à consonance française. L'histoire s'est bien terminée, mais voilà, on a eu ce genre de Parce que, en fait, dossier à gérer. Tout le problème de la discrimination, c'est qu'on y est exposé en permanence, en fait. On y est exposé en permanence sur des profils qui ne sont pas seulement des salariés, mais qui peuvent être aussi des candidats au recrutement, des stagiaires. Et du début, je dirais, du contrat de travail jusqu'à la fin. Donc, ça se loge un petit peu partout, la discrimination, et sans intention d'ailleurs de faire de la discrimination, ce qui est bien pire. C'est-à-dire qu'on peut faire de la discrimination sans avoir conscience de faire de la discrimination parfois. Donc, c'est pour ça qu'il faut être vigilant pour avoir des sortes d'alertes, pour se dire, là, attention, il faut que je fasse vraiment attention à ce que je vais faire parce que c'est une situation à risque. Alors, les situations de discrimination, vous ne le vivez pas forcément au quotidien, c'est-à-dire qu'heureusement, ce n'est pas tous les jours. Mais il suffit que vous tombiez sur une personne qui est affûtée sur la question et même une situation qui dégénère pour que vous soyez confronté à cette situation de discrimination qui peut malheureusement aller jusqu'au contentieux. Sachant que le contentieux peut être à la fois civil et pénal. Donc, ça peut facilement dégénérer. C'est pour ça que quand il y a une situation de discrimination, il ne faut pas faire la politique de l'autruche en se disant ça va passer et on verra bien de quoi il va en ressortir. Il faut gérer la situation. C'est très important. Ouais. Peut-être vous avez demandé des témoignages. Là, je ne sais pas si ça va être à côté. Moi, par rapport à ce que disait Isabelle, moi, j'ai vécu des accusations de discrimination, mais entre deux sites différents pour des jobs qui étaient les mêmes, mais pas dans les mêmes villes. Mais nous, on payait moins cher dans une ville de province. Donc, je ne sais pas si ça fait partie aussi du sujet, mais à un moment donné… Ça pourrait apparaître comme alors, pas de la disparité de traitement, mais… Alors, je vais y venir pour savoir un peu comment on est dans une situation de discrimination ou pas. Ça peut éventuellement se justifier par des critères objectifs. C'est tout l'intérêt de distinguer la discrimination, à savoir que les salaires ne sont pas forcément les mêmes quand vous recrutez quelqu'un qui habite à Paris que dans quelqu'un qui habite dans une autre ville où le coût de la vie est soit moins cher, soit plus élevé. Ouais, mais ça, j'avais cru comprendre que ce n'était pas le sujet parce qu'à travail égal, salaire égal. Et donc, on se retrouvait, ils faisaient un peu les mêmes jobs. Vous voyez, c'est des plateformes téléphoniques. Non, vous pouvez avoir des distinctions de salaire liées aux situations géographiques différentes qui s'expliquent. Mais c'est vrai que le principe, c'est d'avoir
à même salaire, un salaire égal pour un même emploi. D'accord? Travail égal, salaire égal, c'est l'adage bien connu. Mais quand vous avez des raisons objectives, et ça peut s'expliquer effectivement par un coût de la vie plus cher, vous pouvez présenter éventuellement des offres de rémunération qui soient différentes. D'accord. Mais il faut pouvoir le justifier. Oui, c'est toute Il la faut que ce difficulté. soit raisonnable. Il faut que l'écart ne soit pas non plus un écart significatif. Oui, nous, on Sans l'avait un rapport moment. avec un coût de la vie plus élevé. Voilà, par exemple, des sites en province ou des sites en Île-de-France, on savait qu'en Île-de-France, les salaires, c'était plus 30% parce que le coût de la vie, c'était plus 30%. Parce que le loyer est plus Voilà. cher, parce que voilà, la vie parisienne est plus chère, la vie en Île-de-France est plus chère que dans une région provinciale, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais où effectivement, il est plus facile de se loger avec un coût du loyer qui est moins élevé. Voilà. Alors, Est-ce que Christelle, est-ce que vous avez été, parce que là en fait, je vois que voilà, on a un cas de discrimination qui était plutôt lié au recrutement, là plutôt lié au salaire. Est-ce que vous avez identifié vous d'autres situations qui vous paraîtraient comme des situations de discrimination où vous avez déjà été confrontés? Moi, j'ai eu un cas, enfin, j'ai eu mon cas quand j'étais étudiante et que je travaillais pour une société, enfin, voilà. Mais j'étais étudiante et j'avais atteint des objectifs régionaux qui étaient bien au-delà en fait que de quelqu'un qui travaille à temps plein. Moi, j'étais à 13 heures par semaine et je faisais 10 fois mieux que le meilleur qui était là en 35 heures. Et dans ce cadre-là, j'avais demandé la prime que je devais avoir en tant que voilà, la prime que je devais avoir. Et mon chef de secteur à l'époque me l'avait refusé au titre parce que j'étais étudiante et que j'allais partir forcément d'ici 2 ans. Est-ce que c'est un cas de discrimination? ce n'est pas une raison objective, l'argument Voilà, avancé. on est d'accord. Ce n'est pas une raison objective. Oui. Puisque vous étiez dans une... Salarié. Parce que même si on décide que la catégorie des étudiants qui travaillent, vous aviez un contrat de travail en tant que tel ou c'était un contrat étudiant? Partiel. Un CDI à temps partiel? Oui, Il n'y a pas de raison que vous soyez exclu de la prime. c'est ce que je me suis dit. Pas de raison. Donc, je vais peut-être vous rappeler les bases de la discrimination. S'il y a un seul article du Code du travail, c'est le seul que je citerai. Promis. C'est donc l'article 1132-1 du Code du travail qui définit la discrimination, le principe de non-discrimination dans la relation de travail. En télétravail d'ailleurs, puisque c'est le fait que personne ne doit être discriminé, hein, que ce soit un candidat au recrutement, un stagiaire ou un salarié, hein, ou une personne en formation au sein de l'entreprise. Donc, cette catégorie de personnes est soumise au principe de non-discrimination et c'est ce que rappelle l'article 1132. Après, cet article 1132 explique ou expose toutes les natures des mesures qui peuvent être discriminatoires, c'est-à-dire être écarté d'une procédure de recrutement ou de nomination à un poste, être écarté de l'accès à un stage ou à une période de formation, c'est être sanctionné en raison de motifs discriminatoires, c'est être licencié à raison de motifs discriminatoires, et puis faire l'objet d'une discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération, en matière de classification, en matière d'intéressement et de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation et de mutation. Donc, ça balaye vraiment tout le terrain du droit du travail, en tout cas de la vie d'un contrat de travail. Cet article précise aussi qu'on peut parler de discrimination directe et indirecte. Alors, la discrimination directe, c'est quand une personne est placée dans une situation moins favorable qu'une autre en raison de motifs discriminatoires. La discrimination indirecte, c'est un traitement défavorable fondé sur une disposition d'un accord collectif, par exemple, ou d'un usage au sein de l'entreprise. Typiquement, j'en donne un exemple pour vous cerner mieux cette notion, c'est un accord collectif qui viendra dire que les salariés déclarés inaptes et donc licenciés n'auraient pas le droit à l'indemnité de licenciement. Ça serait une disposition de la convention collective qui serait déclarée comme non valable parce qu'elle exclut des salariés, une catégorie de salariés
d'un avantage, enfin, d'un droit à une indemnité licenciement fondé sur leur état de santé. Donc là, ce serait discriminatoire. Un usage, typiquement, et vous avez dû en entendre parler, et c'était un cabinet d'avocats qui avait décidé que seuls les salariés employés avaient le droit à des tickets des restaurants, à l'exclusion des cadres. Et ils ont indiqué que cette disparité de traitement, parce qu'on va voir aussi la notion de disparité de traitement par rapport à la discrimination, était fondée sur la catégorie professionnelle, en indiquant, nous, on a estimé que la catégorie professionnelle des employés pouvait bénéficier des tickets restaurants et pas la catégorie professionnelle des cadres. Et ça, la Cour de cassation a décidé que ce n'était pas valable, parce qu'il n'y avait pas lieu de faire différence de traitement entre les employés et les cadres. Rien ne justifiait cette différence de traitement. Parce que vous pouvez faire la différence de traitement, encore une fois, mais uniquement parce que vous avez des raisons objectives et professionnelles de le faire. Donc, voilà les types de discrimination directe et indirecte. Christelle, je peux te couper, tu sais, parce que je pense à cette fameuse loi PEPA, la prime PEPA. Hein, donc, Ouais. et l'année dernière, en fait, il y avait une disposition qui avait été introduite concernant l'exposition ou non au risque Covid. Tu vois. Donc en fait, moi j'ai le souvenir que j'avais écrit c'était par décision unilatérale hein, chez un employeur et que du coup, on s'était beaucoup posé la question de savoir à qui on donnait cette prime et à qui on la donnait pas, quoi. Parce que en effet, tu vois, il nous semblait que il y avait quand même des mesures, alors que visiblement, tu vois, on pouvait le faire, qui pouvaient être discriminatoires, quoi. Par exemple, quelqu'un n'avait pas, nous on a exclu parce que bon, voilà, des personnes qui n'avaient pas été exposées au risque Covid parce que elles avaient été arrêtées pour des motifs de garde d'enfants. Tu vois, donc je me dis que quand même, tu vois, il y a cette notion en fait de discrimination, elle est quand même vachement difficile à appréhender, quoi. C'est un peu ce que tu dis, Oui, quoi. il faut toujours se poser en fait, il faut toujours. Alors, la discrimination, il y a deux types de raisonnement. Il y a la discrimination et la disparité de traitement, en fait. La discrimination en tant que telle, c'est que vous allez vous raccrocher à un motif discriminatoire. Donc, les motifs discriminatoires, ils sont listés dans le Code du travail, dans la législation française, dans la Constitution et dans les textes européens. Donc, il y a une trentaine de motifs. Donc, c'est l'état de santé, c'est l'origine, c'est l'identité sexuelle, c'est les mœurs aussi, c'est l'activité syndicale. Qu'est-ce que je peux vous dire ensuite? C'est l'état, alors le handicap, la grossesse, l'orientation sexuelle, les opinions politiques. C'est aussi la particulière vulnérabilité du salarié, par exemple, aussi. Donc, il faut toujours vous poser ces questions par rapport à ces critères-là. Est-ce que je suis dans une situation, quand je prends une décision, est-ce que je suis dans une situation de discrimination par rapport à la décision que je prends? Et est-ce que j'ai des raisons objectives de discriminer si je le fais? C'est toujours ça. Et de dire quel est l'intérêt professionnel que j'édicte. Si je prends un exemple, le port du voile, par exemple. Il y a un principe de non-discrimination par rapport au port du voile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas interdire aux gens leurs convictions religieuses. Sauf si, et c'est ce que nous dit la Cour de cassation, sauf si vous avez une règle, un principe de neutralité qui est édicté dans l'entreprise, dans le règlement intérieur, et qui est conditionné à une exigence professionnelle certaine et que vous devez démontrer. Et donc là, le règlement intérieur qui dit qu'il y a une clause de neutralité, par exemple, vis-à-vis des gens qui exercent un travail et qui sont exposés à la clientèle, donc le port, la manifestation de signes religieux est interdite, du coup. Si vous avez cette clause, vous pouvez interdire le port du voile parce que la personne est exposée à la clientèle. Vous aurez cette règle qui est édictée. Et vous pouvez le justifier parce que vous aurez estimé que par rapport à la clientèle, vous ne pouvez pas imposer ce port du voile. Si vous n'avez pas cette règle, en revanche, et que la personne
continue à porter son voile et qu'elle est exposée à la clientèle et qu'elle refuse de le retirer, vous ne pourrez pas la licencier parce qu'elle aura refusé de retirer son voile. Un, parce que vous n'aurez pas cette clause dans le règlement intérieur, et parce que vous ne pourrez pas le justifier par les attentes de vos clients, c'est-à-dire dire mes clients ne veulent pas avoir affaire à une personne qui porte le voile. Ça, ce n'est pas considéré comme une condition objective nécessaire à l'emploi. En revanche, par exemple, vous avez une personne qui porte la barbe, qui travaille, donc qui manifeste les signes d'appartenance à la religion musulmane. Elle travaille dans des ateliers avec des machines. Elle a une barbe assez longue et elle est en contact avec les machines qui peuvent avoir des incidences en termes de sécurité. C'est-à-dire que le fait d'avoir une machine peut, si elle se penche, être pris dans la machine. Pour des raisons de sécurité, mais ça, c'est aussi votre règlement intérieur qui doit le prévoir, vous pouvez prévoir que cette personne ne peut pas, votre personnel exposé à l'utilisation des machines ne porte pas la barbe pour des questions de sécurité. Et donc ça, c'est une condition essentielle de l'exercice de l'emploi qui fait que vous pouvez interdire le port de la barbe et exiger de la personne qu'elle n'en porte pas. Mais ça, il faut que ce soit inscrit sur le règlement intérieur. Dans le règlement, c'est le principe de neutralité. D'accord. Dans le règlement intérieur. D'accord. Parce que, par exemple, tu vois, dans l'entreprise de propreté, nous, on dit, voilà, vous ne pouvez pas ne porter ni de foulard ni de voile parce que vous utilisez des outils, par exemple, l'aspirateur ou je ne sais pas quoi, ça peut, pour des questions de sécurité, il faut pas. Nous, on n'a rien. Mais ça, il faudrait que ce soit inscrit, en fait, dans le règlement intérieur. C'est mieux de l'inscrire dans le règlement avec le principe de neutralité. D'accord. OK. Ouais. Et Christelle, par rapport au voile, là, la relation clientèle quand même, la neutralité qu'on veut avec des clients, on a toutes sortes de clients, on veut pas, peut pas me permettre, ça n'est pas suffisant pour dire je veux pas. Donc là, alors vous ne pouvez pas interdire une personne de porter le voile parce qu'il y a un principe de non-discrimination lié aux convictions religieuses. Ah ouais. Mais dans mes vendeurs, j'ai des vendeurs en magasin, par exemple. Si je veux pas, parce que ça marque quand même. Je peux pas parce que il faut une clause dans le règlement intérieur. Oui, mais qui la justifie par quelque chose qui soit pas juste la relation clientèle en elle-même. Alors, à ce moment-là, parce que le principe de neutralité est pour cette catégorie de personnel qui est exposée à la clientèle. Ah, quand même. Sans clause, la Cour de cassation nous dit que ça n'est pas possible de licencier la personne qui aura refusé de ne pas porter le voile. D'accord. Ah, mais je voulais bien comprendre, mais avec une clause, je peux dire, dans mon règlement intérieur, exposition à la clientèle veut dire qu'il faut enlever tout signe trop ostentatoire de ses croyances. Et ça, c'est bon. OK, merci. Voilà. De la même façon qu'une kippa ou qu'une croix qui irait jusqu'au parterre, quoi. En fait, oui, ça n'est pas de toute façon que pour la religion musulmane. Ça peut être le port d'une kippa, une croix. De la même façon que pour du recrutement, par exemple, si vous indiquez dans le poste de recrutement personne de confession chrétienne parce que c'est une école de confession catholique qui recherche un enseignant, parce que c'est, par exemple, une association, une école qui est religieuse, là, vous ne faites pas de la discrimination. Parce que l'indication de la religion est nécessaire, si vous voulez, pour l'enseignement, parce que c'est quelqu'un qui va enseigner dans un établissement à vocation religieuse, entre guillemets. Et on ne pourrait pas dire que c'est de la discrimination positive? Pardon? Ce ne serait pas de la discrimination positive dans ce cas-là? Non, parce que l'emploi justifie que vous recrutiez quelqu'un, que vous préfériez recruter quelqu'un qui soit de confession catholique, alors que l'établissement scolaire est de confession catholique. Ah oui. Voyez, pour un prof de maths, ça paraît un petit peu… Ça dépend en fait quelle matière la personne va enseigner. En fait, au final. Je n'ai pas besoin d'être catholique pour aller travailler dans une école catholique pour enseigner des mathématiques. Voilà, comme disait Olivier. Oui, non, mais ce n'est pas une condition sine qua non, mais vous pouvez dire que vous recherchez quelqu'un, parce qu'il y a une sensibilité. De le notifier dans l'offre d'emploi, pas discriminatoire. Non. Ouais, mais ça, franchement, non, mais c'est tellement, t'es tellement sur le fil rouge que moi, j'ai jamais vu une annonce qui dit, voilà, tu vois. Mais alors, juste une petite parenthèse, je coupe juste, on accueille Christiane Talhomme qui est Flore, en fait. Talhomme, bonjour Flore.
Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, bonjour. Voilà. Ben, bienvenue. Bonjour, désolée, je ne peux pas mettre ma vidéo, mais Bon, non, il n'y a pas de peut-être plus souci. tard. Enfin, voilà. Ok, Hein, très bien. bienvenue au club. Et puis voilà, on continue. On va Ravie de pas, vous rejoindre. voilà. Hein. Merci d'être là, en tout cas. Merci. Oui. Du coup, c'est vrai que. Ouais, pardon, Christelle. Oui. Mais il faut être toujours très vigilant, c'est-à-dire qu'il faut quand même toujours se poser les bonnes questions, c'est-à-dire est-ce que je suis dans une situation de discrimination, est-ce que ce que je dis est justifié par rapport à la situation où je vais prendre ma décision. Vous devez toujours vous poser ces questions-là. Est-ce que je fais de la discrimination ou pas? Est-ce que c'est justifié? Si vous indiquez, par exemple, un cas de discrimination qui a été jugé pour un chef de rang qui portait des boucles d'oreilles. Il a été licencié parce qu'il a refusé d'ôter ses boucles d'oreilles. Et son licenciement a été jugé discriminatoire parce que les femmes étaient autorisées à porter des boucles d'oreilles et pas les hommes. Donc le licenciement a été déclaré nul. Et on ne pouvait pas exiger de lui qu'il ôte ses boucles d'oreilles. Vous voyez, on ne peut pas forcément y penser parce que ça nous paraît quelque part inné, enfin inné, non pas inné, mais on peut se dire, on peut exiger peut-être du chef de rang qui ne porte pas de boucle d'oreille. Et en réalité, non. Pourquoi, en fait, en réalité, l'accorder aux femmes et pas aux hommes? Oui. Ça veut dire qu'il faut aussi que ça retravaille nos schémas. Nos représentations, en fait. De représentation. Ah ouais, mais alors là, du coup, par exemple, je pense aux hommes qui pourraient venir en Bermuda quand il fait si chaud et que nous, les femmes, on est en jupe. Là, ça ouvre un champ, parce que allez-y les hommes, Maxime, il faut se libérer là, parce que finalement, on n'aurait rien d'un point de vue législatif pour dire ça va pas si on suit votre raisonnement, Christelle. Hein. Alors, bien sûr, alors je ne dis pas que tout est discrimination, parce que tout n'a pas été jugé. Oui, on va avoir de la discrimination partout là. Hein. La vie quotidienne des RH et des DRH, ça n'est pas que de la discrimination non plus. Mais vous voyez, toutes ces situations. Je pense à un autre exemple aussi que j'avais lu dans un article de doctrine. Pareil, une personne homosexuelle qui vient à une soirée de Noël organisée par l'entreprise, qui vient avec son compagnon et les collègues qui sont là s'amusent à dénigrer le compagnon sur son homosexualité. Discrimination. Il ne fait pourtant pas partie de l'entreprise. Discrimination. Donc, ça veut dire aussi, et là, c'est l'importance